Donc je recommence, Olivier Boquet, architecte. Je représente la société Tangram Architecte qui est basée à Marseille et qui se situe dans le domaine de l'architecture, du paysage et de l'urbanisme, qui regroupe 7 métiers donc autour de ces 3 thématiques et qui intègre depuis 4 ans maintenant le Tangram Lab, qui est un labo de recherche et d'innovation donc que je représente. Donc le lab poursuit une activité de recherche prospective autour de 4 thématiques qui vous sont présentées ici. La première sont les architectures hybrides, parce qu'on considère à l'intérieur du lab non pas l'architecture, le paysage et l'espace public comme des disciplines séparées, mais bien comme des interventions spatiales qui sont intimement liées. La bioclimatique, avec un sous-titre échange actif et passif, qui est extrêmement inspiré par la nature dans tous les échanges écosystémiques et d'énergie et qui sont une source d'inspiration assez illimitée pour les bâtiments et les villes. Ce qui m'amène à vous parler de la 3e thématique qui est la cité connectée et sur les stratégies d'adaptation, là encore, que la nature adopte et qui nous inspire pour penser les villes différemment. Et une 4e catégorie, une 4e thématique que j'ai appelée détail et qui parle de structure, d'enveloppe et de peau, où là encore on n'envisage pas les façades de bâtiments comme des choses inertes, très consommatrices d'énergie fossile, mais bien plus comme des interfaces entre un dedans et un dehors, entre un environnement extérieur et un environnement intérieur, avec l'homme évidemment au centre de tout ça, qui a lui aussi des échanges d'énergie. Donc ça c'est une première chose. Une seconde, et que le lab développe son processus propre et ses outils de conception. Donc il vous est présenté ici, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Sachez que ce processus est en fait un mix entre un processus créatif qui est indispensable en architecture et un processus d'innovation qui est une démarche aussi indispensable si on veut un jour aboutir à des innovations. Donc ce processus a 8 étapes. La 8e étape, et je vais y venir, est un processus complet de recherche, donc là qui s'apparente plus à une démarche scientifique. L'intérêt de ce processus, donc linéairement, nous amène, grâce à la 8e étape, à faire des sujets de recherche prospective, donc en architecture, urbanisme et paysage. Et si on le prend de façon verticale, il nous permet de stratifier l'ensemble des étapes et de pouvoir de cette manière enchérir nos différentes thématiques que je présentais juste avant. Donc vous avez sur la droite de la page un exemple sur surface minimale en bambou, qui est un sujet de recherche qui a été développé l'an dernier. Et façade intelligente 2025, je ne sais pas si on le lit, non on ne le lit pas, qui a été également développé l'an dernier. Une autre dimension, le lab explore les relations émergentes entre l'architecture, l'ingénierie, la biologie et le calcul. Et là on a des passerelles avec mes confrères. On croit dur et ferme à l'approche interdisciplinaire et partenariale, au décloisonnement des disciplines pour pouvoir avancer face aux défis qui se présentent à nous. Et l'exemple que vous avez sous les yeux sont 2 tours de commerce en Australie, où la ville de Parramatta, qui accueille ces 2 tours, nous demandait dans le concours un éclairage nocturne de ces tours pour être très visible. C'est une thématique assez courante et finalement donc le lab s'inspire du génie infini de la nature. On s'est intéressé à la bioluminescence pour éclairer ces tours en se disant qu'il n'était pas question de dépenser des quantités d'énergie astronomiques pour éclairer ces tours et qu'on pouvait trouver une réponse dans la nature via la bioluminescence. Donc moi qui suis absolument pas biologiste et absolument pas spécialiste de la bioluminescence, je me suis tourné vers un labo de recherche qui est à Marseille également, qui s'appelle le MIO, c'est l'Institut méditerranéen d'océanographie. Et de cette rencontre est née une thèse doctorale qui s'appelle Biolumarchie, donc la bioluminescence appliquée à l'architecture, un phénomène biologique fascinant, au service d'un modèle d'habitat durable méditerranéen. Cette thèse a démarré il y a 7-8 mois maintenant,
Elle est labellisée par 2 pôles de compétitivité et financée par la région. Les 2 tutelles sont le CNRS et l'IRD. Et Elisa Tané, que vous voyez ici, est la doctorante qui se situe sur notre stand où on expose un peu de bioluminescence pendant ces 2 jours. A pour mission principale de comprendre les conditions de milieu et les paramètres de développement des bactéries bioluminescentes. Donc c'est un chapitre vraiment scientifique, de recherche fondamentale, qui s'accompagne d'un chapitre architectural, donc de recherche sur les possibilités d'application à l'architecture. Donc le premier objectif, c'est de développer une lumière qui soit naturelle, entièrement naturelle, puisque l'aventure a démarré avec l'isolement d'une bactérie bioluminescente à 2200 mètres de profondeur au large entre Marseille et Toulon, dans le parc national des Calanques. Donc on a isolé cette bactérie et depuis on travaille dessus sur des cultures, donc qu'elles soient peu coûteuses et éthiques, c'est important. Donc on peut envisager les applications pour de la signalétique, pour des espaces publics, pour des parcs et jardins. On peut envisager l'application de la bioluminescence pour de l'éclairage intérieur. Donc en parallèle, je vous présente des images de différents projets sur lesquels on a travaillé. Juste avant, c'était une candidature pour les JO de Paris 2024. Là, c'est un projet qu'on a remis dans le cadre du concours de la Fondation Rougerie l'an dernier. Donc la lumière, c'est une chose. Donc développer une lumière naturelle, je le répète, et surtout cultivable en continu. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que cette lumière puisse durer le plus longtemps possible, donc cultivable en continu. Donc ça, c'est un prototype qu'on a fait, qui est exposé dans la tente là, pendant ces 2 jours, et qui nous permet d'envisager aussi l'éclairage nocturne des façades. Donc là, c'était une image de test sur les 2 tours de commerce que j'évoquais en début de présentation. Et finalement, donc, j'en reviens au projet de la Fondation Rougerie, donc en fin d'année dernière, où on a proposé un laboratoire scientifique immergé, donc toujours dans le parc national des Calanques, qui soit un laboratoire d'exploration, d'observation et de compréhension du phénomène de bioluminescence que finalement on connaît très très peu scientifiquement, notamment sur les bactéries monocellulaires. Et en fait, quand on est architecte, on est habitué à toujours prendre en compte le contexte. Et quand on arrive sous la mer, c'est assez perturbant. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, il y a le fond, il y a des reliefs, mais en fait il y a toute une vie. Et la première attitude, c'est de se dire, mais on vient ici, on vient s'intégrer là, donc il faut enrichir le milieu dans lequel on arrive. Donc on a proposé une sphère pour des questions relatives à la pression, puisqu'on était à 1000 mètres de profondeur. Et on a proposé une structure qui soit imprimée en 3D et qui puisse se développer, qui permette le développement comme un récif artificiel, qui devienne une pouponnière de biodiversité. Parce que la bioluminescence est, dans les bactéries, et oui, c'est mieux comme ça, est abritée parfois dans ce qu'on appelle des éponges à crevettes, qui nous ont inspiré pour le tissage en 4D, en 3D de cette sphère. Et qui abrite en fait un couple de crevettes qui vivent là toute leur vie et dont l'apport de nutriments est lié à la présence de bactéries bioluminescentes, parce que ça amène d'autres espèces dont les crevettes vont pouvoir se nourrir. Donc on avait vraiment l'envie de se dire que au-delà de la lumière que la bioluminescence produit, il y a toute la vie qu'elle accompagne qui est très intéressante. Donc on a... Et c'est là le point, je pense, principal de la thèse, c'est d'inclure la bioluminescence dans un cycle vertueux, énergie-free, dans lequel déchets égale ressources. Donc là, vous avez une spatialisation du labo de biolume immergé, dans lequel on a travaillé sur un cycle complet où les déchets deviennent des ressources, où le compost alimente les bactéries bioluminescentes, donc la lumière est produite grâce aux déchets qui sont produits à bord, et en retour donc produit de la lumière, et les déchets des bactéries peuvent retourner également en compost. Donc on est dans un cercle réellement vertueux et réellement fermé.
et qui nous semble vraiment une dimension importante au-delà de la lumière elle-même. Ça nous amène à penser qu'on va aller vers des écosystèmes urbains et architecturaux qui soient autonomes et qui soient régénératifs, qui soient des pouponnières de vie et qui permettent le développement de la biodiversité. Et dans le contexte qu'on connaît tous, j'insiste pas dessus, mais de l'augmentation du niveau des océans terrestres, cette bioluminescence pourrait servir à de la signalétique, à s'éclairer tout simplement, et également à réguler le rythme circadien. Donc on est nous aussi sur ces thématiques, puisque la durée de vie est de 24 heures. Et alors là, quittons les océans pour aller dans l'espace, mais sur des missions habitées, où on a découvert assez récemment sur les lunes de Jupiter et de Saturne des océans d'eau salée. On peut imaginer bien volontiers que ce type de bactéries est présente là-bas, et en tout cas, pour les missions qui iront vers ces satellites ou ces planètes plus tard, d'être dans un circuit fermé, ça sera une obligation, et si on peut intégrer la bioluminescence, on aura la lumière en plus de ce circuit fermé. Je termine avec cette infographie qui me plaît beaucoup de Adam Crow qui montre 50 ans d'exploration spatiale. Donc tous les cercles que vous voyez comme un vinyle sont les tours qu'on a fait dans notre système solaire autour du Soleil, de la Lune et des différentes planètes. Et donc on voit qu'il y a énormément de découvertes qui ont été effectuées, mais que tout reste à découvrir. Donc j'aime bien ça, c'est un super message. Et de notre côté, on a renforcé et continué à étayer cette thèse avec un partenariat avec le CEA, avec un rapprochement aussi avec le CBIOS. Et voilà, et donc j'insiste sur la fin, sur le fait qu'on continue à explorer, et toujours dans cette approche multidisciplinaire et partenariale. Merci de votre attention. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup.